Bonjour, monsieur l'ancien Premier ministre. Bonjour, madame Martichoux, bonjour à tous. Dans quelques minutes, vous nous direz qui vous avez choisi de soutenir pour la présidentielle. Son calendrier ne changera pas, ce sera dans 5 semaines. Quel candidat, quelle candidate, vous avez fait votre choix, vous nous le direz dans quelques instants. Vous êtes aussi fondateur de Leaders pour la paix, une ONG. Or, depuis une semaine, c'est la fin d'une longue période de paix en Europe. Jean-Pierre Raffarin. Ce matin, Kiev, capitale européenne, est attaquée. Kharkiv, la deuxième ville du pays, on va voir les images, est bombardée. C'est une guerre d'un autre âge, en fait, que mène Poutine sur le territoire ukrainien. Oui, mais comme tout est possible, cette guerre peut aussi devenir une guerre qui prendrait une autre forme. Il faut avoir conscience que la guerre détruit tout. Et que dans cette guerre, il faut avoir conscience de cette guerre. Dans cette guerre, nous sommes en deuxième ligne. C'est-à-dire que, comme il n'y a pas de vainqueur dans une guerre, ça veut dire que nous serons aussi victimes de cette guerre. C'est pour ça que je pense qu'il faut éviter aujourd'hui de vouloir chasser la guerre par la guerre. Il nous faut être ceux qui tiennent le langage de la paix, la perspective de la paix, les solutions de paix. Cette guerre, elle détruit tout. Elle détruit les enfants, les familles, le droit, la justice, tout ce qui est aujourd'hui la liberté et l'humanité, au fond. On revient à la barbarie. La guerre, c'est une honte. C'est pour ça que l'Europe réapparaît aujourd'hui, car la guerre, c'est l'ADN de l'Europe. Si l'Europe a apporté quelque chose... La guerre ou la paix? Nous sommes nés de la guerre, nous sommes nés de l'horreur. Et c'est quand l'horreur est de retour qu'on se redresse. Et c'est la seule bonne nouvelle d'aujourd'hui. Mais l'Europe se redresse parce qu'elle a horreur de la guerre. Vous avez rencontré Vladimir Poutine lorsque vous étiez en situation, Jean-Pierre Raffarin, avec Jacques Chirac, seul. Il mène la guerre à qui? À l'Ukraine? À l'OTAN? À l'Occident? Quand on vise les populations civiles, on a pour cible la démocratie. Il mène la guerre contre la liberté en Ukraine. Il ne veut pas d'une démocratie en Ukraine. Il veut s'attaquer aux démocraties. C'est pour ça d'ailleurs que je recommande que dans le langage, on ne parle pas de l'Occident. Notre combat aujourd'hui, ce n'est pas l'Occident. Notre combat, c'est les démocraties, c'est le front des démocraties. Et il y a des démocraties qui sont aujourd'hui engagées contre Poutine et qui ne sont pas dans l'Occident. Je pense au Japon, je pense à la Corée du Sud, je pense à Israël, il y a des démocraties en Afrique. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la guerre de Poutine, c'est une guerre contre la démocratie. Et la réponse, ce n'est pas celle de l'Occident, derrière les États-Unis, c'est celle des démocraties qui défendent la liberté. Il ne faut pas être occidentalo-centré dans cette affaire. C'est important. Dictateur, on dit le dictateur Poutine, vous êtes d'accord avec cette appellation, dictateur, absolument, oui. Ne s'arrêtera qu'une fois son but atteint, et en particulier neutraliser le pouvoir, et Zelensky. Zelensky, ancienne star de feuilleton, de stand-up, qui est arrivé au pouvoir sans aucune expérience en 2019, un leader, vous qui avez fait un livre sur les leaders, un leader est né? Je pense que oui, parce que de toute façon, les circonstances font... Les leaders sont les guerres qui font les généraux. Et très souvent, la circonstance est déterminante, parce que c'est dans la difficulté qu'on voit le tempérament. De Gaulle dirait le caractère. Eh bien, il a un caractère, cet homme, et c'est ce caractère-là qui fait que la situation de sortie ne sera pas si évidente que ça pour M. Poutine. Car même s'il arrivait à reprendre le pouvoir, il y aurait sans doute une résistance en Ukraine qui va durer. Nous connaissons, nous, ce que c'est qu'un gouvernement provisoire à l'extérieur du pays, par exemple. Nous savons ce que c'est qu'une résistance organisée. Ce leader... du général de Gaulle qui est à Londres et organise la résistance. Cette résistance-là nous fait dire, quand je vois le peuple ukrainien mobilisé comme il est mobilisé, je pense que la résistance ukrainienne sera forte et durable. Et donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de victoire de Poutine? Les Allemands, ils avaient été victorieux de la France. L'armée avait baissé les bras, etc. Mais ça veut dire que... Enfin, le pouvoir politique, je pense que ça veut dire que ça va être un conflit qui risque d'être très long. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il nous faut trouver, c'est les chemins de paix, c'est les chemins de dialogue. Et c'est pour ça que j'appelle à une certaine modération du langage, une fermeté dans l'action, mais une modération du langage, parce qu'on ne chasse pas la guerre par la guerre. Et nous voyons bien aujourd'hui qu'il faut trouver des voies de paix. Et quelles sont les voies de paix? Des voies de dialogue. Donc j'approuve le président de la République quand il maintient le dialogue avec Poutine. La logique de paix,
c'est la logique de dialogue. Et donc, il faut trouver les solutions. Est-ce qu'on fait ce qu'on a fait pour la Crimée, pour le Donbass? Est-ce qu'on cherche la finlandisation de l'Ukraine? Quels sont les sujets sur lesquels nous voulons avoir des perspectives de sortie de crise? Il faudra céder sur des points. Mais il n'y a pas de vainqueur à la guerre. La guerre ne fait que des victimes. La guerre ne fait que des victimes. Et donc, nous allons avoir des pertes dans cette affaire. Nous allons avoir des pertes économiques et sociales. Le prix de l'énergie, les prix des produits alimentaires. On va avoir des conséquences. On n'est pas spectateur, là, comme un arbitre qui distribue les bons points, les cartons jaunes et les cartons rouges. Nous sommes en deuxième ligne dans cette ligne. Nous allons en souffrir de cette guerre. Il n'y a pas de guerre qui donne du bonheur. Et donc, nous sommes engagés en deuxième ligne, certes, mais dans cette affaire, soyons extrêmement vigilants et travaillons au chemin de paix. Mais vous voyez où elle est la sortie, vous? Je pense qu'il est clair que ce que nous pouvons souhaiter, nous, c'est une sorte de finlandisation de l'Ukraine, où nous avons un pays qui a une forme de neutralité, mais en même temps une démocratie. Il veut la démilitarisation de l'Ukraine. Il veut un autre pouvoir, effectivement, qui est plus... Mais quand nous parlons de finlandisation, il y a sans doute un certain nombre de perspectives. Il ne faut pas céder, il faut dialoguer. Mais il faut surtout chercher des voies de paix. Car c'est ça le rôle de la France. Mais livrer des armes aux Ukrainiens, c'est aller contre cette recherche de voie de paix? Non. Nous devons être aux côtés du peuple ukrainien qui, aujourd'hui, est dans une situation de légitime défense. Donc nous devons l'aider et nous devons aider cette résistance. Ça, c'est clair. Il n'y a pas d'ambiguïté. Je dis, il faut être ferme dans l'action, dans le soutien, avec des choses concrètes et opérationnelles. Il faut être dans le langage ceux qui sont porteurs de perspectives de paix. Vous dites. Et qui travaillent. La paix ne tombe pas du ciel. La paix ne tombe pas du ciel. C'est toujours difficile. Ça se travaille, c'est ce que vous dites. La paix, ça se travaille. Et c'est toujours plus facile d'exclure que de construire des liens du dialogue. Quand il y a un conflit, on voit toujours tout le monde qui exclut. Le seul problème, c'est que la paix, ça se fait à plusieurs. Et donc, il faut pouvoir mettre tout le monde autour de la table. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas fondamentalement opposé aux gens. Moi, je suis fondamentalement opposé à Poutine. Mais je pense qu'il faut que le président de la République parle toujours avec Poutine, car il faut toujours chercher les chemins de la paix. Même si ça paraît parfois un peu illusoire, il faut continuer. Vous dites qu'il ne faut pas faire la guerre à la guerre, y compris dans les mots. Quand Bruno Le Maire, hier, déclare une guerre totale, économique totale, contre Vladimir Poutine et la Russie, il s'est fait reprendre de volée par l'ancien président russe, on va voir son tweet, Medvedev, pour lequel, faites attention au discours. Messieurs, n'oubliez pas que les guerres économiques dans l'histoire de l'humanité se sont souvent transformées en guerre réelle. Bon, la guerre réelle, il l'amène déjà. Mais il s'est fait aussi reprendre par l'Élysée, qui a dit attention, on peut être très ferme avec Vladimir Poutine, mais il faut faire attention à la Grande Russie. Vous êtes d'accord avec ça? En période de guerre, on ne critique pas ses autorités. L'unité nationale est une chose. Donc j'ai ma position, je vous l'ai dit. Je suis pour que la France porte des chemins, des perspectives de paix, mais je ne critique personne sur la scène nationale. Dans une période de guerre, l'unité nationale est nécessaire. On va revenir, tiens, à la scène nationale. Zelensky, vous dites, c'est un leader qui est né sur la scène à l'épreuve de cette guerre. Il demande à entrer immédiatement dans l'Union européenne. Il l'a fait et Ursula von der Leyen, la présidente de l'Union européenne, a dit oui, vous êtes des nôtres. C'est plus compliqué que ça ou pas? C'est plus compliqué que ça. Vous êtes des nôtres, vous êtes dans le camp de la démocratie. Vous êtes des nôtres, vous n'êtes pas encore adhérent de l'Union européenne. Il faut très longtemps. Et il faut souvent plus d'une dizaine d'années pour intégrer l'Europe. Il faut des critères. Nous avons un droit européen. Il y a une procédure, mais est-ce que politiquement, il faut lui dire oui, bien sûr, vous allez entrer? Je dirais oui, bien sûr, vous êtes dans le camp des démocraties. Sur l'Europe, c'est pas pareil, mais il faut chercher les voies de solutions à l'avenir. Et quand je vous parle de finlandisation de l'Ukraine, j'envisage des statuts qui sont aujourd'hui à discuter. Donc moi, je cherche des perspectives. C'est très difficile. Et le gouvernement est plus compétent que moi. Ils ont toutes les informations. Donc je suis très modeste sur tout ça. Mais je suis attaché à ce que la France parle de perspectives de paix plutôt que d'avoir un langage qui ajoute de la guerre à la guerre. Alors si on voulait traduire ce que vous dites en termes un peu plus crus, vous dites attention, tout de suite dire oui à l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, c'est compliqué. Ce serait compliqué et ce serait même contre-productif dans la recherche de paix. Ça doit faire partie de la négociation pour la paix. Ce sont des éléments qui doivent être sur la table. Avec un statut de finlandisation de l'Ukraine?
Écoutez, ce sont des hypothèses. Tout cela est important de garder tout cela pour une discussion, pour trouver les chemins de paix. Ce n'est pas en mettant de l'acide sur chacune des colères qu'on va faire la paix. Enfin, le pays agressé, pourraient-vous dire certains qui nous écoutent, c'est l'Ukraine. Accueillons-la. Elle a besoin de soutien jusqu'à cette adhésion à l'Union européenne. Vous dites attention, il faut mettre les freins parce qu'il faut négocier avec Poutine. Ce que je dis, c'est qu'il y a un droit européen. La démocratie, c'est le droit. Et donc, on n'est pas comme les dictatures à décider comme ça par l'émotion. Nous devons discuter par la stratégie de paix. Il faut travailler cette question. Et cette question, aujourd'hui, la France doit être un des pays où on travaille la perspective de paix. Et donc, on ne donne pas des solutions abruptes comme ça quand on sait qu'elles sont complexes. Parce que vous savez, on a connu dans le passé des erreurs comme ça, où quand on a promis ou envisagé que la Turquie pouvait entrer, et on a vu que ça créait beaucoup de problèmes. Et donc, il faut faire attention parce que la promesse européenne, c'est quelque chose, quand on l'engage, qu'il faut tenir. Il faut être sûr de pouvoir tenir. Ce n'est pas la peine de nous mettre dans des échecs à venir. À propos de débat, il y en a un en France, certains tenant du fait que, oui, l'Occident a provoqué, l'OTAN a humilié, l'Europe a négligé le refus de Poutine que l'Ukraine soit admise dans l'OTAN, alors que nous, les Français, on a dit non, en 2008, il faut le rappeler. Mais enfin bref, il y a des coupables chez les Occidentaux, et en particulier les Américains. Est-ce que vous partagez ce diagnostic ? Je pense qu'il y a eu des erreurs dans le passé, en effet, mais je pense que la France n'est pas ciblée dans ces causes de l'échec, parce que je me souviens que le président de la République, il y a quelques années, à la conférence des ambassadeurs, avait proposé une nouvelle architecture de confiance avec la Russie, et qu'il a été bloqué dans ses perspectives par des partenaires européens. Et donc, je crois que la France a toujours été dans cette logique, depuis Jacques Chirac, d'avoir des relations avec notre voisin. La sécurité à l'est de l'Europe est une ambition pour l'Europe. Et donc, c'est une orientation que la France a jouée. Mais je pense que, notamment, notre partenaire allemand a souvent considéré que le dossier russe était son sujet. Et il est clair qu'il fut un temps où l'Afrique, c'était le sujet des Français et l'Est était le sujet des Allemands. Aujourd'hui, ce sont des sujets que nous avons en commun. Jean-Pierre Raffarin, je disais, le calendrier présidentiel ne va pas changer. Il y a une guerre, mais ça, c'est immuable, on va voter. Qui avez-vous choisi de soutenir pour cette présidentielle ? Écoutez, voilà ma conviction profonde. Ce quinquennat restera sans doute comme l'un des plus difficiles de notre histoire. C'est toujours difficile de gouverner la France, mais là, ce fut particulièrement difficile. Le président, selon moi, a été à la hauteur de la fonction. Je souhaite sa candidature et je le soutiendrai. La situation internationale est particulièrement menaçante, mais Emmanuel Macron est à la fois le candidat le plus jeune et le plus expérimenté. C'est rare d'être jeune et expérimenté. Je sais que quand on est un peu expérimenté, on n'est plus tout à fait jeune. Et je sais que c'est très important aujourd'hui, pour réussir un second mandat, d'avoir la leçon des succès, mais aussi des échecs du mandat précédent. Aujourd'hui, pour réussir son second mandat, il a tout en main. J'ai beaucoup réfléchi sur ce sujet parce que j'ai pour Valérie Pécresse considération et affection. Mais la dangerosité de la situation internationale aujourd'hui lève toute hésitation. Le temps est à l'unité nationale. Il faut se rassembler derrière le chef de notre exécutif. Pour ce qui est de l'avenir, je soutiendrai les efforts de mon ami Édouard Philippe, en qui j'ai toute confiance, pour construire ce qu'a toujours été ma famille politique, c'est-à-dire un nouveau centre droit. Je suis au centre droit de la politique française. J'ai quitté LR quand le LR n'a pas été clair dans son choix entre l'extrême droite et Macron. J'ai voté Macron au second tour de la présidentielle précédente. Et donc, je veux défendre, construire ma famille politique avec Horizon et avec Édouard Philippe, pour faire en sorte qu'on se rassemble, qu'on élargisse la majorité d'Emmanuel Macron et qu'on constitue un pôle de conviction qui est le pôle de centre-droit. Ce n'est pas parce qu'on soutient Macron qu'on est devenu socialiste ou qu'on est passé je ne sais où. On a notre conviction de liberté, d'égalité, de fraternité, républicain, pas d'alliance ni avec l'extrême gauche ni avec l'extrême droite, et donc au centre de la vie politique française, de la coopération dans l'intérêt du pays. Alors, 2 soutiens, 2 engagements. Emmanuel Macron, vous voterez pour lui au premier tour. On va y revenir. Vous rejoignez Horizon ? Je vais soutenir Horizon, oui.
à mon stade de vie politique, je ne cherche plus la vie partisane ni la vie militante, mais je trouve que nous avons sans doute une redistribution des cartes politiques françaises dans l'avenir. Cette situation internationale et la situation nationale va imposer de nouvelles structures, je pense, et je pense que le centre droit est à construire, et je pense que c'est Édouard Philippe qui est le mieux aujourd'hui pour l'incarner. Vous l'avez eu, Emmanuel Macron, au téléphone? Je l'ai régulièrement, oui. Oui, sur cette crise et sur votre adhésion à son prochain quinquennat? J'ai des relations avec lui qui me permettent de faire tout cela en étant à la fois serein et responsable. Mais il vous a consulté en l'occurrence sur la crise? Je ne peux pas dire consulter. Je n'ai pas à rendre compte des contacts que j'ai avec le président. Alors, vous aviez dit, Jean-Pierre Raffarin, à un moment où vous hésitiez, j'attends d'avoir son programme. Bon, il se trouve que nous sommes à 48 heures de la clôture des dépôts de candidature. Il ne nous a toujours pas dit s'il était candidat, on n'en doute pas. C'est pour ça que je vous dis, avant de dire je le soutiendrai, je dis je souhaite sa candidature. Oui, vous n'en doutez pas une seconde. Et je souhaite que ce soit le plus rapide possible. Mais pour le coup, on n'a pas son programme. Mais là, nous sommes dans une situation spéciale. Moi, je souhaite que le débat ne soit pas escamoté. Donc c'est pour ça que je souhaite que le président puisse déclarer sa candidature vite. Parce que c'est de la qualité du débat que viendra la légitimité après de l'élection. Exactement. Donc... On va y venir, parce que c'est très discuté et il y a des inquiétudes. Mais d'abord, comment est-ce que vous avez l'habitude de la politique un petit peu. Et dans d'autres temps, vous avez été dans la publicité. Enfin bref, c'est important. Comment faire passer le message aujourd'hui de sa candidature? Il peut venir dire, faire une allocution solennelle sur l'Ukraine et puis à la fin dire je suis candidat à ma réélection? Aujourd'hui, son combat, c'est la paix. C'est l'essentiel. Il faut que ce débat puisse exister. Donc il faut qu'il dégage dans son temps une part pour la réserver au débat électoral. Mais il est clair qu'aujourd'hui, il doit conduire la France dans une situation où nous sommes en guerre, en deuxième ligne, mais nous sommes en guerre, puisque nous sommes engagés avec un pays qui est en guerre. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, le président doit trouver le temps pour accorder au débat le nécessaire, tout en assumant sa fonction de chef de l'État, chef des armées. Il doit prendre un moment pour dire qu'il est candidat avant vendredi 18h. On ne peut pas escamoter une campagne présidentielle dans un pays comme la France, qui est un pays au sang chaud, et donc il faut pouvoir écouter le pays. Mais il est important aussi que le pays, aujourd'hui, appelle à la responsabilité. Vous savez, le pays est très inquiet aujourd'hui. Nous sommes dans une situation où beaucoup de gens ont peur. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention à notre langage, pour qu'on garde toute notre sérénité. La peur et la colère sont vraiment des mauvaises conseillères sur le plan international. Donc doucement sur la colère et doucement sur la paix. Mais ce que vous nous dites, c'est que s'il n'y a pas de confrontation de programme, s'il n'y a pas de débat, pas seulement des débats télévisés, mais des débats au sens de vraiment d'échange d'argumentation et de programme, on aura une élection malsaine. Je pense, pas malsaine, une élection est une élection, mais disons qu'il y a plus ou moins de légitimité à une élection. Oui. Et donc ce qui est très important, c'est que le président fasse connaître son projet. Car moi, ce que je compte, c'est que son expérience du premier mandat serve un projet solide, ambitieux pour le second mandat. Donc je voudrais savoir quelles sont les leçons qu'il a tirées de ce premier mandat pour l'orientation du second. Donc on a besoin de sa parole. Donc on a besoin qu'il soit dans le débat. Je comprends bien qu'il ne peut pas être candidat aujourd'hui à plein temps. Il a un devoir de responsabilité. Il nous a dit qu'il serait président jusqu'au dernier quart d'heure et nous avons besoin de lui pour la paix. Donc je reconnais que ça soit sa tâche principale. Mais il faut qu'il garde un temps pour respecter le débat et surtout faire connaître ses propositions et mettre ses propositions en débat. Pour faire des débats, donc, accepter le débat, faire des meetings éventuellement. C'est concevable ou pas ? Ça, c'est pas sûr que ce soit très, très facile et très opportun. Ça, c'est à lui de décider. Je crois que ce qui est important, c'est de discuter de qu'est-ce qu'il va faire. Aujourd'hui, on voit ce que les autres veulent faire. Lui, il ne nous a pas encore dit précisément quelles étaient les priorités de son quinquennat. Il faut qu'il nous dise ses priorités et que ces priorités entrent dans le débat. Sa priorité. Et faisons ça avec un esprit démocratique, mais avec le sens de l'unité nationale. Jean-Pierre Raffarin, il a été très critiqué pour, par exemple, un exercice solitaire du pouvoir. C'est difficile de se réformer. Il l'avait promis de se remettre en cause. C'est pas complètement évident comme démonstration. Est-ce que ça, c'est vraiment quelque chose à laquelle il doit faire attention ? Je pense que... Moi, ça ne veut pas dire que je suis d'accord sur tout.
Sur la décentralisation, je suis beaucoup plus girondin qu'il ne l'est. Donc il y a un certain nombre d'orientations. Et c'est vrai que l'exercice solitaire du pouvoir, ouais. Sauf que quand on a 45 ans, on est quasiment neuf pour la politique. Et que, vous savez, un mandat de maire, le meilleur, c'est toujours le second. Au fond, dans la vie politique, c'est le deuxième mandat qui est celui où on connaît le job, on connaît les interlocuteurs internationaux et nationaux. C'est là où on est en possession de tous les moyens. Le deuxième mandat, c'est un mandat sur lequel on a tiré toutes les leçons de l'expérience. Et quand on a la chance d'être le plus jeune avec de l'expérience, c'est une opportunité à saisir. Valérie Pécresse ne vous a pas convaincu? Je pense que Valérie Pécresse, dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, n'a pas la trace pour faire front à l'extrême droite. Et donc la trace, c'est-à-dire la ligne politique qui puisse, la capacité à faire front à l'extrême droite. Elle n'a pas cette capacité aujourd'hui d'être en situation d'être un barrage à l'extrême droite. Et donc, par sécurité, il est clair que ceux qui veulent un barrage à l'extrême droite ont à voter Macron. Son discours du Zénith a été assez décisif dans votre décision, si je comprends bien. Sa façon de ne pas clarifier sa ligne. Très franchement, non, parce que je crois, vous avez parlé du leadership et du travail que j'ai fait sur cette question, je pense qu'il y a un leadership féminin, que le leadership féminin ne met pas l'art oratoire en première priorité. Non, mais je parlais du fond. C'est le fait, oui, même dans le fond. Je pense que c'est les orientations, quand j'entends un certain nombre de partisans qui disent qu'au deuxième tour, ils pourraient voter Zemmour, on en revient on en est revenu avec cette situation, à la raison pour laquelle on a quitté un certain nombre avec Alain Juppé, avec Dominique Bussereau et quelques autres, on a quitté LR, d'ailleurs Valérie Pécresse aussi, on a quitté LR quand LR a dit qu'elle ne choisissait pas entre Le Pen et Macron. Moi, je choisis entre X ou Y à droite, il ou elle à droite, quel que soit le second tour, je choisirai Macron. Et je le fais en plus avec des convictions parce que j'ai toujours eu ce rêve en politique de pouvoir conjuguer jeunesse et expérience. Et pour une fois, l'histoire nous donne des circonstances où la jeunesse et l'expérience peuvent nous gouverner. Ça aura des conséquences. Si Emmanuel Macron parvenait à se faire réélire, comme vous l'espérez, les partis traditionnels, comme LR ou comme le PS, je pense qu'à droite, payer cher. À gauche, il faut que les socialistes réfléchissent un peu à l'écologie. Ils se sont soumis à l'écologie, mais souvent l'écologie est un débat plus d'intérêt que de valeur, quelquefois. Et donc, alors que le PS était toujours se battait pour la justice, pour un certain nombre de valeurs. Donc, je pense qu'à gauche, il y a une clarification de pensée. Mais pour ce qui est à droite, en fait, on revient à nos sources. On a une droite bonapartiste et puis une droite orléaniste. Donc, ce que je crois, c'est qu'il faut que les orléanistes, ceux qui étaient giscardiens, ceux qui étaient juppéistes, ceux qui étaient aujourd'hui le centre droit, et finalement, c'est avec Édouard Philippe qui peut trouver une organisation, une incarnation dans l'avenir. Et donc c'est la fin de LR. C'est peut-être un retour à une sorte de nouvelle UDF, c'est peut-être, on va voir ce qui va se passer, mais je pense qu'il est clair aujourd'hui que l'extrême droite, finalement, crée cette fracture à l'intérieur du mouvement de la droite où les orléanistes refusent la logique éventuelle d'un partenariat avec l'extrême droite. Nicolas Sarkozy n'a pas apporté encore son soutien à Valérie Pécresse, il le fera ? Je pense que c'est un grand homme d'État et donc dans les circonstances actuelles, il est extraordinairement réservé. Il sait que sa voix compte, donc il le dira sans doute tardivement, mais je pense qu'il est clair que nous n'avons pas besoin aujourd'hui de déclarations politiciennes, nous avons besoin de grands messages des grandes personnalités et donc le moment venu, il s'exprimera. Mais je pense que... Ou il pourrait rester sur la réserve. C'est pas vraiment sa nature, la réserve, mais on verra. Mais c'est un homme d'action, c'est un homme de perspective, et je pense qu'il est comme tous ceux qui ont approché les responsabilités. Il est sensible à l'unité nationale. Donc il se prononcera soit pour Valérie Pécresse, soit pour... Il se prononcera pour l'unité nationale. Soit pour Emmanuel Macron ou pour l'unité nationale, ça pourrait être avant d'ailleurs. Encore un tout petit mot, c'est un gros sujet, mais la Chine... Joe Biden, dans son discours sur l'Union, a à peine parlé de la Chine. Est-ce que la Chine peut clairement afficher son soutien à la Russie dans cette croisade folle qu'a lancée Poutine contre, on avait appelé ça le monde libre? Je pense que nous devons veiller à ce que, contrairement à ce qu'on a fait avec les dernières sanctions, on ne pousse pas Poutine dans les bras de Xi Jinping. Je pense que
la doctrine Kissinger, qui est la grande doctrine de la diplomatie, a toujours été de dire que quand les États-Unis étaient en tension avec la Russie, ils parlaient avec la Chine. Donc il faut éviter ce front des régimes autoritaires. Mais vous dites les sanctions poussent aujourd'hui Poutine vers la Chine, parce que la Chine peut aider évidemment la Russie à surmonter ça. C'est ce qui s'est passé. Absolument pas. Non, non, résumons pas comme ça. Non, je parle de celles de 2013, les sanctions antérieures, où finalement on a vu. Donc je pense que nous devons être dans le camp des démocraties. Et c'est ce camp des démocraties, mais non, pas le camp de l'Occident, le camp des démocraties. Et ça, il est clair que la Chine n'est pas une démocratie, donc elle n'est pas dans notre camp idéologique de liberté et de démocratie. Ça, c'est clair. Et donc, nous n'avons pas intérêt à ce que les régimes autoritaires se rassemblent. Ce n'est pas notre intérêt. Non. La grande question aujourd'hui avec Poutine, c'est que est-ce qu'il est entré dans ce que je pourrais appeler la dérive névrotique des dictateurs? Parce qu'au fond, on voit, moi j'ai connu Poutine, où il était quand même beaucoup plus ouvert, où il ne parlait pas des heures et des heures. C'est plus le même. Semble-t-il que ce n'est plus le même. C'est-à-dire que ce qu'on connaît bien dans l'histoire, c'est cette dérive névrotique qui fait qu'un dictateur est toujours plus dictateur. Donc je ne souhaite pas que les régimes autoritaires, qui ne sont pas toutes des dictatures, mais que ces régimes autoritaires, à un moment ou à un autre, fassent un front contre les démocraties. Et donc la gouvernance mondiale, on a besoin de parler avec tout le monde, c'est la leçon du général de Gaulle, mais nous avons besoin de renforcer les démocraties. Parce que tous ces régimes autoritaires, ils expliquent dans le monde entier que la démocratie c'est fini, que la démocratie est impuissante, que les gilets jaunes et le Capitole et tout ça. Et donc nous, il faut renforcer les démocraties. Et donc ça, c'est un sujet pour lequel nous avons des proximités avec les États-Unis, et c'est la démocratie qui est notre avenir. Il faut montrer au monde, et notamment au régime autoritaire, que la démocratie est une solution d'avenir, pour peu qu'elle sache se réinventer, pour dépasser ces impasses. Merci Jean-Pierre Raffarin. Je rappelle que vous apportez un soutien franc ce matin à Emmanuel Macron, qui va dans quelques heures annoncer sa candidature, quelques heures ou jusqu'à vendredi 18h. Merci d'avoir été ce matin sur LCI.